Bonjour, je m'appelle Frank Spinozzi. Je suis fondateur de Spinozzi Hockey. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes joueur ou parent d'un joueur et que vous envisagez un stage de hockey au Canada, mais que vous voulez surtout comprendre comment ça se passe et concrètement les besoins, les attentes et tout. On parle ici d'un projet à l'étranger, fait que avec les jeunes joueurs, donc c'est normal qu'on a des questions, des doutes et parfois même des inquiétudes. Puis je suis là un peu pour vous répondre à ça aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment se déroule notre stage, depuis la préparation en France, en Europe, jusqu'au retour. Puis je sais exactement à quoi vous attendre et puissiez prendre votre décision, je dirais, en toute confiance. Aussi, à chaque étape du processus, je vais poser deux questions ou dire deux questions que les parents souvent ont pour s'assurer là, que c'est bien fait. Premièrement, est-ce que le stage est vraiment adapté à mon enfant ou seulement à des joueurs très élites? Non, le stage, c'est pour tout le monde. On a 540 gamins en 14 jours, donc on a tellement de groupes qui sont adaptés selon le niveau de chaque enfant. Là, peut-être la seule chose qui est importante que vous sachiez, c'est que je ne prendrai pas un enfant de 14 ans, mettons, qui est débutant, puis le mettre avec des 9-10 ans, parce que son stage ne sera pas aussi profitable, puis ne sera pas cool pour lui. Et puis, on a des débutants dans tous les groupes d'âge, donc on est capable d'organiser ça. Puis, est-ce que je vais avoir assez d'informations pour me sentir assuré tout au long du processus? Oui, on est continuellement en communication, autant dans la préparation que pendant le stage qu'au retour. D'ailleurs, souvent, on nous dit qu'on envoie trop de vidéos et trop de photos parce qu'on en envoie des centaines. Ben bon, j'aime mieux trop que pas assez dans ce dossier-là. Spinozzi OK, c'est pas un stage comme les autres. On est moins de camp de vacances, je dirais plus orienté hockey. C'est une des choses qu'on nous dit. On a vraiment une exigence pendant le stage au niveau de la glace qui est très élevée. Et au niveau de l'encadrement, on est un petit peu foufou parce qu'on veut s'assurer que tout est contrôlé et que les enfants puissent profiter au maximum et qu'il nous arrive le moins d'erreurs possible. Notre école repose sur une vision très claire, le développement du joueur. C'est pas juste le nombre d'heures sur la glace, mais la structure, la compréhension du jeu, l'encadrement humain. Tous nos camps sont organisés par position de l'athlète, par force et par groupe d'âge. Donc, chaque joueur travaille vraiment dans un environnement qui est cohérent et adapté. Puis, l'objectif n'est pas d'enchaîner, juste faire des entraînements là, pour bien paraître, comme on voit souvent, mais de permettre aux joueurs de progresser de façon structurée, responsable, puis sur la durée. Des questions que j'ai souvent par rapport à ça, c'est en quoi votre école de hockey est différente des autres stages qu'on peut trouver ailleurs? Ben, comme je disais au début, je pense que tous les stages, c'est bon quelque part, mais il y a des stages, c'est plus sur les activités extérieures, le niveau hockey est correct sur la glace. Après, il y a des stages où la correction n'est pas une priorité, mais bien la répétition. Après ça, nous, on a une approche, je dirais, un petit peu plus scientifique, dans le sens que on travaille avec les filières énergétiques. Donc, tous les exercices sont bâtis en conséquence. Puis, si vous ne savez pas c'est quoi les filières énergétiques, allez demander à ChatGPT ou allez fouiller sur Internet, mais disons que c'est l'aérobie, l'anaérobie lactique, puis l'anaérobie lactique. Donc, les entraînements, les exercices sont faits en fonction de ce que le corps a besoin et on se permet de pousser puis varier là-dessus selon ce qu'on veut accomplir comme objectif de développement. Bon, la préparation avant le départ, souvent ce qui est un peu le plus complexe pour les parents, ben non, c'est super facile. Dès l'inscription, on t'accompagne des familles étape par étape. On vous dit quoi apporter, le linge, l'argent, d'ailleurs qui est très minimal, hein, parce qu'on ne veut pas avoir plus qu'un 60 à 100 euros par enfant qui, le responsable du voyagement, aura en sa possession quand il y aura un besoin. Mais on vous aide vraiment, là, que ce soit le passeport, le VE. De toute façon, c'est toutes des choses que vous avez déjà. Et puis pour centraliser tous nos échanges, bon, on fait un groupe WhatsApp là, où tout le monde se parle et qu'on est capable de poser les mêmes questions pour tout le monde, souvent pour nous rassurer. Les questions que souvent les parents me demandent, c'est est-ce que je vais être guidé tout au long? Ben oui, on vous guide complètement parce qu'on veut que vous soyez rassurés et on veut s'assurer que vous ayez tous vos documents. On met ça dans un porte-documents. C'est toute la photocopie. Et puis, il n'y a pas de stress. Autre que le passeport, qui est l'authentique, et qu'on récupère à l'aéroport à temps plein.
Et puis, ben, c'est comme ça qu'on réussit à avoir un bon contrôle, autant sur l'argent et les documents. Quels documents sont nécessaires pour partir au Canada? Est-ce compliqué? Non, on vous remet la liste. Et quand je dis la liste, c'est pas une liste de 15 documents. On parle de 5-6 documents seulement. Et ils sont tous avec des liens, faciles à régler. Le VE prend 6 minutes et coûte 7 canadiens. Euh, et souvent, c'est peut-être une des rares choses, des fois, qui peut être complexe parce que le monde attend à la dernière minute ou il devrait le faire d'avance. C'est valable pour 5 ans en plus. Et une autre chose, c'est que des fois, il y a des arnaques sur Internet où ils proposent 49, 100, 200 dollars ou non, il y a un prix seul et unique, c'est 7 dollars. Il y a juste une place sur le voyagement pour le Canada, donc AVE. Et puis le reste, ben, c'est le passeport, des choses comme ça qui sont ultra faciles. Et on vous accompagne complètement parce qu'on veut s'assurer que le document est bien prêt au début. Le voyagement. Cette année, mon ami Luc Tanedy, qui va travailler dans notre stage d'été aussi, est celui qui accompagne les enfants à partir de Charles de Gaulle. Donc, celui qui a tous les documents, il accompagne, il arrive à Montréal, et là, l'autobus, le car, le bus, selon comment on veut l'appeler, transporte les enfants en Abitibi, dans une belle petite ville qui s'appelle Amos, qui est à 6 heures de route au nord de Montréal. On arrive, on va directement en pension. Euh, Comme je vous ai dit, on récupère à l'aéroport initialement tous les passeports et les documents parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de mésentente aux douanes ou quoi que ce soit, puis que tout aille bien. Euh, Fait que, est-ce qu'ils sont accompagnés? Ben oui, complètement, complètement. Et puis, bien sûr, on a toujours quelques enfants ados qui sont à 15-16 ans, donc en plus, mais normalement, on a à peu près, je dirais, 6 à 8 gamins pour un accompagnateur. Fait qu'on on ajuste en conséquence. Et puis, ben, c'est la même personne qui revient, bien sûr, puis qui accompagne les enfants durant les 10-11 jours. Euh, Puis quand on arrive à Montréal, euh, comme je dis, il y a un autobus qui nous attend. Fait qu'à partir de là, euh, on est déplacé tout à fait vers Amos. Ça se fait assez rapidement. En bas d'une heure, normalement, on est en déplacement. Peut-être aussi revenir sur l'avion. Je pense qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a 2 repas qui sont fournis pendant le vol. Et ben, plus tard, je vous expliquerai pour les valises comment on fait pour que ce soit maniable tout le long. Mais bon, une histoire courte, c'est une grande valise, une valise de cabine et un sac à dos. Fait que, après, on va vous expliquer quoi mettre, quoi faire. Des fois, on veut tellement mettre de choses qu'il ne faut pas, absolument pas, parce qu'ils sont en pension, puis tout le monde lave le linge à tous les jours pour s'assurer que les enfants aient leurs choses. Donc, le moins possible lorsqu'on voyage. Et puis, on reviendra aussi sur les petites questions sur le téléphone, la communication un petit peu plus loin dans cette vidéo aussi. Notre arrivée à Amos, c'est famille d'accueil. Ben, une fois qu'on arrive à Amos, les joueurs sont accueillis directement dans nos familles d'accueil qui sont à la patinoire. Ce sont des familles que leurs propres enfants participent à nos stages, à nos camps depuis des années. Donc, c'est du monde qu'on connaît personnellement. Et on les met vraiment dans une immersion complète. Donc, à la canadienne, à la québécoise. C'est sécuritaire, c'est chaleureux, c'est structuré. Et puis, ben, ils ont des heures de dodo, ils ont des heures de lever, ils ont les repas. Ils sont voyagés continuellement. Ils sont très près de la patinoire, de toute façon, parce que c'est un complexe extraordinaire. Et puis, les fins de journée, c'est où ils retombent dans les familles d'accueil pour des activités, pour manger et tout. Et puis, au niveau des repas, on essaie de faire quelque chose qui est assez varié. Spaghetti, hachis parmentier, bon, des choses qu'on mange chez nous puis qui sont bien, mais on l'a fait pendant la semaine découvrir un peu la poutine, le pâté chinois, qui est en passant le hachis parmentier modifié. Et puis, toutes sortes de choses comme ça. Est-ce que mon enfant est confié une fois arrivé au Canada? C'est une des questions. Oui, il est confié, mais à qui il est confié? Ben, je le répète, c'est des parents qui viennent à nos stages, qu'on connaît personnellement, qu'on sait comment que leur maison elle est, comment ils peuvent les accueillir. J'ai tendance à toujours mettre 2 enfants ensemble
pour la simple raison que des fois, surtout la première et deuxième journée, ils s'ennuient un petit peu. Donc, on essaye de faciliter cette petite transition-là. Et puis, ouais, c'est souvent des familles en plus qui ont déjà fait ça pour nous. Et puis, ben voilà, ils reçoivent une forme de compensation, justement, pour s'occuper, puis les nourrir, puis vraiment les chouchouter comme on voudrait que ça soit fait. Les fins de semaine, c'est le même nombre d'heures de glace. Fait que les familles, souvent, vont faire des activités avec les enfants. La semaine, c'est plus compliqué parce qu'il faut être à la patinoire de 7h à 18h, 18h30. Donc, ça fait des grosses journées à la patinoire. La demande énergétique est très élevée. Et souvent, à la patinoire, la semaine, c'est là qu'ils vont manger à la patinoire. Aussi, on achète un volume extraordinaire de snacks, de collations. Et tous nos jeunes de l'Europe, de la France, ont le droit de prendre un snack et manger continuellement tant qu'ils ont envie pour s'assurer là, que les besoins énergétiques soient rencontrés. Fait que c'est un petit peu au niveau des pensions. Il y en a beaucoup qui ont une piscine. Il y en a beaucoup qui ont des lacs. Il y en a beaucoup qui font du 4 roues, comme on dit. Donc, on va, dans les documents ou dans les choses à amener, on vous prépare vraiment bien là, ce que vous devez amener. Vous êtes bien sûr aussi en communication avec les familles d'accueil en tout temps. Là, OK, pour moi, c'est le plus important, même si l'encadrement restera toujours en haut de la liste. Mais pour un coach, le hockey est vraiment important pour nous. Dès le lendemain matin, quand ils arrivent, ils commencent déjà sur la glace. Pendant 9 jours consécutifs, là, c'est à fond de train. Les joueurs ont un minimum de 3 heures de glace par jour, plus exécuté, plus leur glace, mais dépendant du camp. Il y a comme 3 camps pendant ces 9 jours. Il y a un premier camp de maniement de rondelles et des lancers les 2 premières journées. Il y a un 5 jours où là, c'est un camp selon la position. Et il y a les 2 derniers jours qui est du power skating, où on revoit la technique de patinage complètement pour l'athlète. Je dirais qu'ils sont très intenses, les journées. Il ne faut pas se mentir. Mais sur le plan logistique, on s'occupe absolument de tout. Ils n'ont rien à penser. Tout est organisé. Ils savent à quelle heure arriver, quelle heure partir. Les familles d'accueil sont continuellement autour d'eux. Vous n'avez même pas besoin de penser aux aiguisages de patins. C'est offert dans le stage. On s'en occupe. Et puis, volontairement, l'argent de poche, c'est le responsable qui a tout ça. Ce qui est peut-être important aussi à voir, il y a possibilité d'acheter l'équipement. Il y en a beaucoup qui nous disent on peut-tu acheter notre équipement là-bas? Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, il y a une méthode qu'on fait pour ceci, pour s'assurer que tout est bien fait. Mais, ouais, fait que tout est possible là-dessus. Dans les questions que je reçois, c'est est-ce que 3 heures de glace par jour, c'est trop intense? Non, il n'y a aucun problème. On pourrait aller jusqu'à 4-5 heures. Ça dépend toujours de la demande énergétique qui est demandée, selon les filières énergétiques que tu utilises. Et il faudrait regarder à ce moment-là, je dirais, les activités à côté des heures de glace. Fait que nous, tout est calculé, tout est micro-dosé pour s'assurer que ça aille bien. Fait que non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'après 6-7 jours, il y en a qui deviennent extrêmement fatigués? Ben oui. Ils découvrent des beaux muscles qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce que tout est pris en charge ou mon enfant doit gérer certaines choses, comme exemple les collations? Non, 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 on s'occupe de tout. Vous n'avez rien à penser. L'enfant n'a rien à penser. Que ce soit les médicaments, les collations, l'encadrement, les horaires, tout est fait par nous. Donc, vous avez absolument rien à penser. Et d'ailleurs, on remet un beau maillot, une casquette, un T-shirt aux enfants qui viennent pour, comme souvenir. Comme ça, ils peuvent ouais, garder un beau souvenir de leur voyage au Canada, puis comment que ça a été, puis qu'est-ce qu'ils ont pu vivre avec nous. OK, les activités, puis l'hors-glace. Ben, c'est deux choses, hein, l'hors-glace. Certaines journées, il y a une demande au niveau du hors-glace qui est très élevée. L'année passée, d'ailleurs, on a même intégré le yoga, qui a été une des activités favorites des enfants, tiens à le dire. Mais à chaque année, on intègre toutes sortes de nouvelles activités. Donc, c'est pas juste aller faire des haies dehors. Non, il y a des vrais jeux, des vraies expériences.
qui peuvent vivre en groupe ou individuellement, puis nos responsables qui sont spécialisés là-dedans s'occupent de ça. En dehors de la glace aussi, je vous dirais que l'expérience est vraiment importante. Les joueurs vivent vraiment au rythme canadien. Ils découvrent la culture québécoise et partagent la vie de famille. Donc, les journées sont intenses, mais elles sont complètement incroyables pour eux. Et ils vont vivre vraiment, je dirais que c'est au-delà du hockey, cette expérience-là. Puis c'est ce qu'on veut. Hein. Les questions que je reçois, c'est que font les joueurs en dehors du hockey? Ben écoute, il y a des visites, il y a des activités. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient intégrés dans les familles. Donc, les propres petits gars du Québec ont d'autres sports que le hockey l'été, fait qu'ils peuvent aller à ça. Et ils visitent la région, ils vont à la piscine, ils vont au lac, ils font du bateau. Il y a vraiment beaucoup de choses que tous les enfants font. Et une question, est-ce qu'ils vivent vraiment la culture canadienne québécoise? Tout à fait. D'ailleurs, la seule chose qu'on ne réussit pas à atteindre à chaque fois, c'est de leur faire prendre l'accent québécois. Mais ça serait cool si on serait capable de faire ça. Voilà, moi, ça fait 16 ans que je suis en France, puis comme vous voyez, mon accent québécois est bien présent encore. Mais ouais, je vous dirais que c'est varié, ça dépend de la famille. Il y en a que c'est du canot-kayak, il y en a que c'est du 4 roues. Il y a tellement d'activités différentes qui sont possibles chez nous. Alors, chaque famille a un peu sa manière de voir les choses ou ses propres activités. Puis c'est comme ça qu'on gère pour les activités extérieures. Mais tout est supervisé. Ils ne sont pas envoyés tout seuls au milieu de la rue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout est bien encadré, puis ils vont vraiment aimer leurs activités. Mais d'ailleurs, des fois, souvent, c'est parce qu'ils sont un petit peu trop fatigués aussi. Fait que voilà, je pense que ça complète pour les activités. Et puis, encore, je reviens là-dessus, mais on leur donne vraiment, là, on vous donne, les parents, qu'est-ce qu'on doit amener justement pour qu'ils puissent profiter des activités extérieures. Une chose qui est importante pour nous, c'est le suivi et la communication. Bon, donc, pendant toute la durée du stage, le suivi et la communication sont constants. Le groupe WhatsApp, il reste actif avant, pendant et puis après le séjour. On partage des photos, des vidéos en grande quantité parce que les parents puissent se rassurer puis ils peuvent vivre ça autant que leur enfant, au loin. Les parents et les enfants peuvent se contacter en tout moment. On a leur téléphone, mais on a aussi les nôtres, le mien, qui est continuellement disponible, qui a une personne qui est attachée juste à ça pour les appels et puis qui prend tout ça. Donc, l'encadrement, je vous dirais, il est toujours présent puis il est très ouvert. Est-ce que je peux appeler mon enfant n'importe quand? Ben, idéalement, non, mais oui. S'il y a une urgence, il y a quelque chose, vous pouvez appeler n'importe quand. Par contre, si vous l'appelez 4 fois par jour, là, ça devient compliqué parce qu'il ne vit plus son expérience totalement. Et par expérience, les enfants veulent moins parler à leurs parents pendant le stage. Ils veulent vraiment s'amuser et profiter. C'est pas qu'ils vous aiment plus, c'est juste qu'ils ont d'autres préoccupations d'un enfant d'un certain âge. Et puis, ouais, ils ont du plaisir. Mais je m'ennuie de mon enfant, j'ai envie de lui parler. Ben, tu l'appelleras, on va vous donner les heures où ils sont en pension, ce qui est encore plus facile pour les rejoindre. Mais non, on n'empêche absolument rien à ce niveau-là. On veut juste garder une forme de contrôle là, pour s'assurer que les coachs puissent vraiment enseigner aux enfants, puis que les enfants puissent vivre entièrement ce beau voyage que vous leur permettez de vivre, quoi. On va parler maintenant à la fin du stage, puis le retour. Dans votre cas, c'est le 2 à août que les enfants finissent ce qu'on appelle le stage sur la glace. Et le 3 au matin, ils prennent l'autobus en direction de Montréal. Et c'est le même fonctionnement que lors de l'arrivée. Ils sont encadrés, les repas sont inclus. Ils n'ont rien à penser. Ils vont avoir peut-être un 3-4 heures de plus comme d'attente, mais c'est justement pour leur permettre d'acheter des petits cadeaux s'ils veulent faire quelque chose à ce niveau-là. Et puis, ben, l'encadrement n'est pas fini pour nous. L'encadrement, il a lieu jusqu'à temps que les enfants sont remis à leurs parents le mardi matin 4 août. C'est à ce moment-là. Puis, bien sûr, on ramasse après toutes les photos, les vidéos qu'on a déjà remis, puis on essaie d'en faire un fichier, puis on vous envoie ça pour que ça se passe super bien.
Ben voilà, j'espère que ça a répondu à plein de vos questions. Alors, pour s'inscrire, on va chez spinozihockey.com. Je vous le mets d'ailleurs sur la vidéo. Vous allez là, c'est très facile. Vous pouvez m'écrire aussi si vous avez des questions. Vous pouvez commander un vidéo avec moi, comme ça on peut se discuter. Puis si vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir de répondre à tout ça. Puis encore une fois, ben merci de vous accueillir à Amos cet été, pour ceux qui vont venir. Et puis, toutes les informations sont à jour. À l'heure qu'on se parle, on est le 5 janvier. Il nous reste 4 places seulement pour ce voyage-là cet été. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous ne vous gênez pas. Et vous allez directement sur www.spinozihockey.com et on se revoit cet été.